Café Inclusivité, le podcast de l'association des ailes déployées, dédié à l'inclusion et à la diversité dans le monde du travail. Que vous soyez un employeur, un professionnel, cherchant à améliorer vos pratiques inclusives, désireux d'en savoir plus dans la diversité ou une personne en situation de handicap, Café Inclusivité est le podcast qu'il vous faut. Je suis Charlotte Rank, job coach. Ensemble, faisons de l'inclusion une réalité quotidienne. 11e épisode, le bénévolat. Agissons ensemble pour une société plus inclusive. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du Café Inclusivité qui portera aujourd'hui sur le thème du bénévolat. Agissons ensemble pour une société toujours plus inclusive. Nous accueillons aujourd'hui des personnes des unités parisiennes des ailes déployées et des intervenants qui pourront nous parler de leur expérience du bénévolat et des personnes accompagnées aussi qui pourront partager leur expérience quant à cette posture de bénévole. J'accueille aujourd'hui Isabelle Carré, accompagnée depuis 2 ans par le service d'emploi accompagné aux ailes déployées. Daniel Laura, accompagné aussi par le service d'emploi accompagné depuis maintenant presque 2 ans aussi. Arnaud de Baudard, accompagné aussi par le service d'emploi accompagné, voilà, depuis presque 5 ans. J'accueille aussi l'association des papillons blancs, Emmanuel Virlogeux. J'accueille aussi la Vague à l'âme, c'est une bouquinerie associative. J'accueille donc une bénévole, Laetitia Machet, et j'accueille aussi des salariés, Romane Marchal et Lou Dahéron. Et nous attendons aussi une personne de la maison Perché. Bonjour, donc je suis Lou Dahéron, je suis en service civique à la Vague à l'âme, donc la bouquinerie associative. Donc je suis en service civique depuis environ 4 mois. Ça consiste à encadrer les bénévoles au sein de la bouquinerie et puis m'occuper de la gestion des livres et des ventes. Du coup, moi c'est Romane, donc je suis salariée depuis 1 an à la bouquinerie associative. Donc tous les jours on fonctionne avec des équipes différentes puisque tous les jours on a des bénévoles différents. Donc il y a Laetitia qui est avec nous, qui elle est plutôt sur le samedi. Et l'idée de la bouquinerie, c'était d'apporter une ouverture sur le quartier, d'apporter un petit peu plus de mixité parce qu'on partage le local avec un groupe d'entraide mutuelle. Le bénévolat, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, ça peut permettre à des personnes en situation de fragilité psychique ou non de venir avoir une expérience professionnelle, donc en tant que bénévole. Voilà. Est-ce que vous souhaitez vous présenter ? Oui. Alors bonjour Laetitia Machet. Donc moi j'ai découvert la Vague à l'âme, la librairie et le GEM il y a à peu près 1 an. Je l'ai découverte grâce à des expositions que j'ai faites et surtout j'ai été très séduite par le modèle de la librairie et j'ai demandé à être bénévole et je suis bénévole le samedi et je dois avouer que ça m'apporte beaucoup. C'est quoi la différence entre une association, un GEM ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça ? Alors du coup il n'y a pas vraiment de différence parce que on est une association dans laquelle il y a un GEM et la bouquinerie associative. Okay. Et au niveau du GEM, ce sont des bénévoles ou des adhérents ? Ça fonctionne avec des adhérents, donc on est 3 salariés, mais il y a des adhérents et la particularité c'est que y a tout un CA qui fonctionne justement avec les adhérents, donc le président de notre association est élu parmi les adhérents de l'association. D'accord, très bien. Alors, les papillons blancs, Emmanuel. Oui, bonjour, je suis Emmanuel Virlogeux. Donc moi, je suis mère de 2 jeunes adultes autistes et donc je suis bénévole aux Papillons Blancs de Paris depuis 2019. Donc l'association Les Papillons Blancs de Paris œuvre pour la défense des intérêts, pour la recherche de l'épanouissement et le développement de l'autonomie des personnes avec troubles du neurodéveloppement. Donc autisme, TDAH, troubles 10, trisomie 21, handicap mental non diagnostiqué. Donc l'association agit pour le soutien des familles et contribue à la sensibilisation des acteurs parisiens à ces troubles. Et puis depuis 2021, j'accompagne les personnes avec troubles du neurodéveloppement et leurs familles au sein du pôle formation et insertion professionnelle. Donc je les renseigne, je partage avec eux des informations utiles tout en restant à leur écoute afin de les aider. Arnaud ? Est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de votre parcours, votre accompagnement aussi au SEA et ce qui vous a amené à être bénévole aussi ?
Donc à Arnaud de Baudard, j'ai 31 ans. Effectivement, je suis suivi par le SEA depuis 5 ans. J'avais oublié que ça datait d'il y a si longtemps que ça passe très vite. J'ai dû stopper mes études en 2016 pour des problèmes de santé mentale. Et du coup, effectivement, j'ai été mis en relation avec le SEA des ailes déployées pour m'accompagner. J'avais besoin d'aide. Ça a été un petit peu long ce parcours-là. J'ai quand même repris une activité professionnelle en conciergerie d'entreprise avec la Sauteresse, qui fait partie des ailes déployées aussi, pendant 1 an. Et là, je suis chez Courir. Je travaille dans une boutique Courir depuis 3 ans. Et je suis chargé de stock dans cette boutique-là depuis 3 ans. Alors, le bénévolat, j'en ai toujours un petit peu fait, notamment à travers le scoutisme. On faisait entre autres des maraudes, donc j'ai toujours été porté là-dessus. Et là, ça va faire 3 ans, je dirais 3 ans et demi que j'ai intégré la Société de Saint-Vincent-de-Paul. La Société de Saint-Vincent-de-Paul pratique la charité essentiellement sur des missions de visite de personnes malades, âgées ou isolées. Mais effectivement, non, c'est une belle mission, et du coup on est épaulé par il y a un aumônier à l'hôpital, il y a un aumônier, il y a une sœur aussi et un diacre, et puis plus tous les bénévoles. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, bonjour. Je me posais la question plus généralement, est-ce que les bénévoles reçoivent un minimum de formation ? Il n'y a pas vraiment de formation. Au début, on fait des visites accompagnées. Moi, j'ai commencé à faire des visites avec la sœur pour voir un peu comment ça se passait. Après, effectivement, il y a des questions à éviter, notamment tout ce qui concerne la santé des patients. Après, ils peuvent nous en parler. S'ils nous en parlent, on peut en parler, mais il y a des questions, voilà, forcément plus délicates, où on va pas parler de. Après, il n'y avait pas vraiment de formation. On va dire qu'on est sur le. On va se rôder en faisant, si vous voulez. Et l'aumônerie, on se retrouve aussi par contre une fois par mois pour débriefer un peu nos activités. Mais non, il n'y avait pas de formation à proprement parler. Bonjour à tous. Donc je suis en poste au CEO RHO Réseau Handicap Orientation. Je suis documentaliste. J'en ai encore pour quelques mois parce que je vais être bientôt à la retraite, et d'où l'intérêt du bénévolat pour moi après ce passage professionnel. Découvrir le bénévolat. Donc j'ai un peu commencé le bénévolat en ce moment par des ateliers d'écriture dans un GEM. Et puis j'ai un projet, mais c'est pas encore, je l'ai pas encore initié. Enfin, je l'ai pas encore. Enfin, on l'a initié, mais je l'ai pas encore vécu dans ma chair. On a commencé avec Charlotte, un groupe d'estime de soi, ou par le théâtre. Donc ça va m'aider à m'exprimer. Alors je suis meilleure en impro qu'en prise de parole en public, faut bien le dire. Et donc on a déroulé tout un atelier d'1h30 avec des exercices de démarrage, avec les comment dire, l'envoi des prénoms, l'envoi d'énergie, le déroulé des émotions. Voilà, donc on va faire ça dans les mois qui suivent. Et pour ce qui est des ateliers d'écriture, on a quelques personnes avec qui je fais ces ateliers. Donc on part d'un incipit, c'est-à-dire d'une phrase d'accroche. On écrit pendant 20 minutes, une demi-heure, et après on se met ensemble et on lit nos productions, et ça crée du lien. Et voilà, enfin, moi je suis comment dire, intéressée par la paire et danse. Donc la paire et danse, c'est le moyen de s'intéresser à quelqu'un qui a des difficultés psychiques, et l'aider
par l'expérience, en fait, l'expérience qu'on peut avoir chacun et chacune. Et voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup Daniel. Justement, on parlait de Père et Danse, donc je crois que j'ai la Maison Perchée qui vient d'arriver. On parlait de Père et Danse, donc j'ai rebondi. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter la Maison Perchée ? Vous présentez déjà vous, et puis la Maison Perchée également. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Anne. Ça fait 1 an que je travaille à la Maison Perchée. Je suis chargée de la communauté des volontaires à la Maison Perchée. Donc, je m'occupe de toutes celles et ceux qui donnent de leur temps à la Maison Perchée pour faire des choses. Et le plus gros de mon travail, c'est de recruter et de former les pères aidants, les pères aidantes qui donnent de leur temps à la Maison Perchée. La Maison Perchée, c'est quoi ? C'est une association non médicalisée basée justement sur ce principe de père aidance. Donc des gens qui vivent avec des troubles psychiques, qui sont sur un chemin de rétablissement, qui en tirent un savoir expérientiel et qui arrivent à aider d'autres personnes qui vivent avec un trouble psychique. Aujourd'hui, on est à un lieu à Paris, avenue de la République. Tous les matins de 10h à 12h30, on est un peu comme un tiers-lieu classique, on est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir boire un café à la Maison Perchée, ce qui provoque de belles discussions à la fois sur les personnes concernées par les troubles psychiques, leurs proches, parfois des professionnels de santé qui viennent chercher de l'information, et puis aussi les voisins, les voisines, etc. Ça nous permet de faire de la déstigmatisation aussi de manière très locale par le biais de cette fenêtre ouverte sur la rue qui permet à la fois d'entrer mais aussi de sortir. Donc c'est très des mouvements qui sont fluides vers la cité. En fait, on n'est pas un lieu fermé, on est vraiment un lieu ouvert. Ça, c'est la Maison Perchée. On est un lieu, alors nous, c'est pour les 18-40 ans, on a cette spécificité-là, donc on est un peu classé dans les j'aime jeunes. Désolée. On est passé 40 ans, terminé. Si on a plus de 40 ans, on peut quand même venir. Ah, on peut absolument venir. Il n'y a pas de physio à l'entrée. Il n'y a pas de physio à l'entrée. On ne demande pas la carte d'identité. Les plus de 40 ans sont les bienvenus. Et puis aussi, les plus de 40 ans qui sont pères aidants, ils peuvent continuer à être pères aidants chez nous. Alors, je dis père aidant, c'est des gens qui sont passés par la formation à la Maison Perchée. Ça, c'est pas forcément des gens qui ont eu la licence de médiateur de santé père ou un diplôme universitaire de père aidante. Okay. C'est une formation qu'on a développée à la Maison Perchée et qu'on leur propose sur 6 mois pour apprendre à développer leur savoir expérientiel, écouter les autres, orienter dans l'écosystème psy, enfin plein de choses quoi. Voilà. Et donc ces pères aidants à la Maison Perchée, ils font plein de choses. Ils font à la fois l'accueil, ils tiennent la cafette, ils organisent les groupes de parole, ils organisent aussi ce qu'on appelle les nids, qui sont des moments où quelqu'un qui va pas bien peut demander un nid avec un père aidant qui a le même trouble psychique que lui. Donc pendant 1 heure, c'est 1 heure de temps donné avec un père aidant où on peut échanger sur une problématique liée à son trouble. Ils font aussi les entretiens d'admission dans la canopée, puisqu'on demande quand même aux gens d'être dans les critères d'âge et puis aussi d'être sur un chemin de rétablissement. Parce que comme on est dans une association qui est non médicalisée, on s'attache à avoir des gens qui sont quand même suivis ailleurs ou qui sont sur un chemin de rétablissement, en tout cas parce que ça permet d'assurer quand même la sécurité de la communauté. Ils sont vraiment à tous les niveaux et c'est eux le moteur et l'essence de la Maison Perchée, c'est vraiment cette notion de solidarité entre les personnes qui se reconnaissent dans les expériences vécues. Et vous, Anne, qu'est-ce qui vous a amené au bénévolat ? Moi, je vis avec un trouble psychique moi-même, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été important pour moi comme moi, je suis sur un chemin de rétablissement depuis très longtemps, je me suis sentie en l'envie de montrer que c'était aussi possible d'avoir un chemin de rétablissement et d'aider les autres. Ça a été, c'est quelque chose qui me tient à cœur d'aider. J'ai toujours été militante d'une manière ou d'une autre. Donc, pour moi, c'est un projet politique, le bénévolat. C'est pas juste faire du bien autour de soi, c'est aussi comment est-ce qu'on veut faire société. Et pour moi, on fait société en faisant communauté, en faisant solidarité et en faisant ensemble quoi. Et moi c'est ça qui m'a amené vers le bénévolat, c'est vraiment l'envie de faire ensemble, de faire avec, et je pense que c'est aussi comme ça aussi qu'on lutte contre les grandes solitudes, les grands isolements, je crois que c'est comme ça. Ok, alors Isabelle, je vais vous laisser la parole. Bon merci, moi j'ai besoin de mes notes parce que je suis très bavarde.
Mais moi, je suis juste aujourd'hui ici en fait pour témoigner de ce que, à deux aspects, ce que le milieu en fait associatif et le bénévolat m'a permis de faire. Tout d'abord, je voudrais aborder avec vous le fait de la santé mentale. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était bénévole. Même quand je travaillais à temps plein, j'étais bénévole. Je faisais des choses. C'est pour moi, comme disait Madame, pour moi, c'est un projet social en fait. Et quand la maladie a frappé fort, tout est tombé par terre. Vraiment, je pouvais rien faire d'autre. Et heureusement que j'avais cette ressource-là, c'est-à-dire de me dire, mais en fait, non, mais il y a autre chose à côté du monde du travail. Il y a autre chose que tu vas pouvoir faire. Et donc, moi, ça m'a vraiment aidé sur le chemin de rétablissement. Alors, je vais vous dire que ce n'est pas un chemin qui peut être semé d'embûches, parce qu'il faut trouver une structure qui vous convienne, il faut trouver quelque chose qui vous nourrisse, une activité qui vous fasse du bien. Mais on a la chance en France d'avoir quand même un réseau associatif très dense et un rôle du bénévole qui est reconnu, en fait. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas payé qu'on n'est pas compétent, ce n'est pas parce qu'on n'est pas payé qu'on n'a pas... qu'on ne peut pas passer des moments en fait où même on se qualifie. Et l'autre aspect, c'était plus on va dire dans la problématique des aides déployées, c'est que pour moi le bénévolat c'est quelque chose qui m'a permis de monter en compétences professionnelles. Ça m'a permis d'explorer des champs professionnels que je n'aurais sans doute pas osé aborder toute seule. Moi, je vous ai listé trois sites, on va dire, où vous pourriez chercher par mots-clés. Par exemple, j'ai envie de m'occuper d'animaux, j'ai envie d'avoir des contacts avec les enfants. C'est-à-dire réfléchir à vous-même, à l'endroit où vous êtes, pour dire, mais qu'est-ce qui me ferait plaisir maintenant ? Et si vous habitez en Île-de-France, on a la chance d'avoir un réseau associatif quand même très, très, très dense. Donc moi, je vous ai fait je vais vous le lire assez vite, je vous ai fait un petit récapitulatif de ce que j'ai pu faire en tant que bénévole, et vraiment en tant que bénévole, vous allez voir, c'est très diversifié, ça peut être très étonnant. Donc alors, je me suis occupée d'animaux. J'ai géré près d'1 million d'argent public. J'étais trésorière d'un centre socioculturel à Paris, et pas payée, voilà. J'ai donné des cours d'informatique, des cours d'anglais. J'ai animé des ateliers cuisine. On a fait des ateliers pour coudre des masques, rappelez-vous, pendant le Covid, au début, quand on n'avait rien du tout. J'ai tenu une boutique associative avec toutes les contraintes, c'est-à-dire la caisse, le stock, ce genre de choses. Le volet éducation populaire, donc les visites dans les lieux culturels et scientifiques où on accompagne les familles qui n'ont pas les codes. Des manifestations pour le droit des personnes étrangères. J'étais écrivain public. On a organisé des journées à la mer pour les habitants des quartiers populaires. J'ai tenu à animer un jardin partagé. Donc si vous avez des envies de verdure, à Paris, il y a. Ce sont des petits endroits, mais ils sont en général très dynamiques. Et les bénévoles, voilà, il y a toujours un besoin en fait dans ces structures-là de bénévolat. J'ai écrit et joué des spectacles, voilà, gratuitement. Au bout d'un moment, quand même, on s'est fait payer. Et actuellement, mon activité professionnelle me prend un peu de temps, mais en réfléchissant, je suis membre d'une AMAP. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une organisation en fait autogérée avec des maraîchers en Île-de-France ou un peu plus loin pour avoir des produits bio de qualité à des prix abordables, tout en aidant une structure maraîchère à survivre. C'est-à-dire que comme ils passent par nous pour la distribution, ils n'ont pas à passer par la grande distribution qui leur prend des marges indécentes. Donc voilà, ça peut paraître... si vous avez vraiment des envies, parce que ça peut être des envies vraiment de retourner à des choses tout à fait basiques, et bien une association comme celle-là, indirectement, ça peut vous permettre d'aller tuer des dorifores dans une ferme de Lyon. Et en regardant autour de moi, j'en ai d'autres à vous citer. Vous allez certainement trouver votre bonheur. Donc, tout ce qui est sécurité civile, les premiers secours, les maraudes sociales, les soupes populaires, les blues roses en hôpital pédiatrique qui prennent leur lait pour accompagner les enfants qui sont hospitalisés, lire des contes à des enfants, animer des ateliers artistiques, accueillir des chiens guides d'aveugles en formation chez vous. Nourrir des renards blessés dans un hôpital dédié à la faune sauvage. En Île-de-France, vous pouvez faire ça. Faire des marches exploratoires dans le quartier pour que les personnes qui sont très isolées et qui, pour des raisons ou des autres, n'arrivent pas à sortir, et on se regroupe en collectif et ensemble, ça devient possible. Ou alors, vous pouvez, si vous avez envie de découvrir un milieu lié à la cuisine. Moi, je pensais à la cuisine solidaire de la Flèche d'Or actuellement. C'est pareil, ça tourne avec des bénévoles. Donc, si vous avez envie juste de voir ce que c'est, ou si ce qui est défendu dans cet endroit vous touche, ce sont des lieux qui cherchent constamment des bénévoles. Et alors, je vous ai, il n'y a pas de support, mais si vous avez envie de noter, il y a 3 grands sites que je vous conseille pour chercher votre bonheur. Il y a jeveuxaider.gouv.fr, tousbénévoles.org et francebénévolat.org. Mais moi, je vous engage vraiment à penser à vous dans un premier temps, à ce qui vous ferait du bien. Et si vous êtes dans un chemin où vraiment la santé s'améliore,
je pense que l'associatif, ça peut être quelque chose qui consolide en fait. Enfin, c'est mon expérience, ça consolide le rétablissement. Bonjour, alors moi ça a un rapport avec ce que vous dites. Déjà, vous avez un super parcours. Et en fait, moi je veux créer une association spécialisée en manga et en culture japonaise. En fait, je voulais savoir, quand on fait, après avoir fait une déclaration et après avoir fait toutes les étapes administratives, comment on fait pour proposer à des gens de venir dans notre association ? Eh bien, vous voyez, les sites que je vous ai cités, ils ont 2 entrées. Ils ont une entrée côté, on va dire, j'ai du temps, je veux aider. Et ils ont aussi une entrée côté, je suis une structure et je voudrais avoir tel type de bénévole. Donc je pense que quand vous avez quand vos statuts ils ont été validés par la préfecture, ensuite je pense que vous pouvez tout à fait vous rapprocher de ce type de plateforme. Oui, c'était pour savoir, en fait, en milieu salarié, on peut avoir des aménagements de poste quand on a une RQTH. Est-ce que ça se fait aussi en association et comment amener le sujet ? C'est une vraie question, ouais, vraiment. Parce qu'en fait, c'est ce qui est un peu, voilà, là je vais prendre peut-être un aspect qui est moins positif. C'est pas parce qu'on est dans une structure associative avec des valeurs qui sont généreuses que au quotidien ça peut pas être un peu limite. Ça, malheureusement, voilà, on a tous envie d'y croire, se dire ah là là, mais ça correspond à mes idées, c'est fantastique. Mais voilà, ça reste des structures qui sont traversées par les tensions et les tensions de la société, et on n'est pas forcément très bien traité comme bénévole. D'où l'intérêt, si vous voulez, de vraiment y aller, mais comme une visite d'essai, pour voir un peu comment. Et je vous mets peut-être en garde au fait, ça ressemble tellement au monde du travail, le monde du bénévole, que vous pouvez avoir des burn-out bénévoles. Mais du coup, Isabelle, quel conseil vous donneriez justement à une personne en situation de handicap qui hésite à se lancer dans le bénévolat, aussi peut-être pour ces raisons-là ? C'est pas simple, parce qu'on a envie de croire qu'on sera bien accueilli comme on est. Malheureusement, c'est pas garanti. Moi, j'y suis vraiment allée à tâtons. Et quand ça ne m'allait pas, hop. C'est un peu comme une RQT. C'est comme un milieu professionnel en réalité. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vos antennes elles vont repérer du lieu, vous vous sentirez à l'aise pour le dire, ou alors vous direz non, je peux continuer. L'intérêt, c'est que c'est vous qui définissez, par exemple, votre volume horaire. Oui. Dit voilà, j'ai 3 heures à consacrer le mercredi pour être écrivain public. Bon, en général, les structures, une fois qu'elles vous connaissent et qu'elles vous font confiance, elles ont tendance à vous proposer plus de choses. Mais gardez toujours restez, même si vous êtes dans une œuvre qui vous porte, dans un collectif dans lequel vous vous sentez très bien, n'oubliez pas que quand on est malade, on peut avoir quand même besoin de plus de repli. Mais vraiment, en fait, c'est comme un milieu professionnel. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas payé, que vous ne gagnez pas en compétences, que vous n'avez pas des interactions sociales qui peuvent être plus ou moins correctes, et que vous ne faites pas aussi de l'expérience et que vous n'apprenez pas de choses. Voilà, pour le moment, la seule différence, c'est que vous n'êtes pas payé et que vous pouvez quand même fixer un peu votre volume horaire, par exemple. Alors moi, j'aimerais bien avoir un petit peu les expériences des bénévoles de la Vague à l'âme. Voilà, savoir un petit peu ce qui vous a amené à faire ça et comment ça se passe au niveau du bénévolat. Alors, en fait, je dois avouer que au départ, j'étais pas forcément tournée vers le bénévolat. Mais j'ai eu connaissance de cette association, la Vague à l'âme, et le fait d'échanger avec différentes personnes de la Vague à l'âme, des libraires, enfin libraires entre guillemets, mais des salariés de la Vague à l'âme, je me suis dit ça peut être un super truc, moi qui ai toujours beaucoup lu, donc voilà, ça m'a renforcée là-dedans. Et puis ma recherche aussi, je dois avouer, c'est pour moi je souffre d'une maladie psychiatrique et donc c'est pour m'aider dans le rétablissement, m'ouvrir sur les autres, conseiller aussi, donc voilà, et ça a été, enfin c'est toujours tout à fait positif. Oui, je rejoins tout à fait Laetitia sur le fait que se rendre utile, ça permet de prendre confiance en soi et je dirais aussi que c'est créer des liens, faire des rencontres et
et être entouré de personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous, d'entraide et de solidarité. Donc ça fait beaucoup de bien dans un monde où ces valeurs-là ne sont pas toujours portées. Oui. J'ai une petite question sur la sélection des bénévoles. Est-ce que les associations font un filtre ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont jugés pas adaptés parce qu'ils ne partagent pas les valeurs de l'association, ou on jugerait qu'ils auraient un comportement qui ne serait pas adéquat ? Je veux dire, est-ce que tout le monde est accepté, ou il y a quand même une tentative d'essayer de... Alors, sur la base, oui, tout le monde est accepté. Après, je ne vais pas dire qu'on vient filtrer, mais disons qu'on a des locaux qui sont assez petits. Donc on peut vite se marcher dessus si on est trop. Donc c'est plus une limite en termes de conditions de travail aussi. Si on est 10 dans la bouquinerie, c'est pas possible entre le passage des adhérents, des clients. C'est pas très pratique, donc le mieux c'est d'être maximum 3. Donc c'est pour ça que ça devient assez vite bouché si des bénévoles restent sur des années et ont leur créneau. On peut pas débloquer plus de créneaux qu'il n'en existe, quoi. Mais sur la base, tout le monde est accepté. Alors moi j'aimerais poser une question aux personnes bénévoles. Alors certains ou certaines l'ont déjà un peu dit à demi-mot, mais est-ce que vous pourriez nous raconter une petite anecdote ou un fait marquant justement sur votre parcours de bénévole et nous le partager ? Alors moi il y en a tellement. Non, moi c'était on va se remettre dans l'année du Covid. On a tous été enfermés chez nous et on s'est signé à nous-mêmes des autorisations de sortie. Et voilà, j'habite le quartier Saint-Blaise dans l'Est parisien, qui est un quartier politique de la ville, donc un quartier défavorisé. Et il y a vraiment des gens qui ont été dans une précarité financière, dans un isolement, dans des logements insalubres, tout seul. Enfin, c'était vraiment compliqué. On a réussi à garder du lien avec des Skype, on se donnait des rendez-vous un peu, mais ambiance bloc de l'Est, espion à Berlin et tout. Enfin, on n'avait pas le droit de sortir, je vous rappelle quand même. On n'avait pas le droit de sortir. Et l'une des premières choses qu'on a faites, c'est qu'on a fait une promenade exploratoire avec les gamins du quartier. Donc, on était allé chercher dans les tours, voilà. Alors, il n'y a personne dehors, c'était incroyable. Et on était dans un jardin qui s'appelle, alors si vous êtes dans l'Espace, peut-être que vous connaissez, c'est un jardin qui est mitoyen du Père-Lachaise, et dans lequel en fait pendant 2 mois et demi la nature elle avait juste repris tous ses droits. Il y avait même des hérons cendrés. Voilà, il y avait et on est arrivé avec les gamins du quartier qui connaissaient pas du tout ce parc, personne, et on est arrivé là et la nature elle avait complètement repris ses droits. Donc nous on a ça, tu vois, c'est de la mélisse, on a fait tout ça, c'est un triton ponctué, et c'était fou. On était là dans ça, voilà, sans le bénévolat j'aurais jamais pu vivre ça. Et c'est pas spectaculaire, j'ai pas changé le monde, mais ça allait dans le bon sens, en tout cas dans mes valeurs à moi. Alors moi j'ai pas d'anecdote particulière. Par contre, moi, c'est les belles rencontres que je fais. C'est ça qui me marque. Bien sûr. C'est les belles rencontres, alors soit de familles, de personnes concernées et leurs familles qui viennent nous voir, ou aussi des gens que je rencontre lors des forums, où je suis en représentation. Voilà, c'est vraiment ça qui me marque le plus, quoi. Pas d'anecdote particulière, mais c'est vraiment ça. C'est ces belles rencontres que je fais et qui me nourrissent. Oui. Alors pour en raconter une seule, il y a notamment un bénévole à la bouquinerie qui est vraiment pas bavard. Je pense le mot qui le décrirait le mieux, c'est ronchon. Et en fait, ça fait 4 mois que je suis en service civique, et c'est vrai que toutes les semaines, j'essayais d'entrer en lien avec lui, mais c'était assez compliqué. Et c'était déstabilisant, parce qu'en plus moi j'ai fait des études de psychologie, donc la parole c'est un peu mon outil de travail. Et donc voilà, je savais pas trop comment entrer en lien avec lui. Et récemment, en fait, je me suis dit, ok, on va faire par un chemin détourné. Et en fait, j'ai essayé de m'adapter au plus près de lui, comment il interagissait. Et c'est beaucoup par le jeu. Et en fait, donc en faisant des petites blagues comme ça, par-ci par-là. Et puis voilà, en étant un peu dans
dans une interaction familière, petit à petit, il a commencé à me parler de lui, de ce qu'il allait faire en vacances. Et je me suis dit, ça y est, ok, il me fait confiance. Et en fait, c'était un grand moment d'apprentissage, comment en fait s'adapter au mieux et pouvoir changer de mode d'interaction pour entrer en lien. Ouais. Merci beaucoup. Changer de regard aussi. Nous, on a un patient qu'on visite régulièrement qui est il me semble, de RDC, la République démocratique du Congo. À chaque fois, il nous parle de ses sœurs. En fait, ses sœurs, c'est les soignantes à chaque fois. Donc on apprend qu'il a pas mal de sœurs à chaque fois. Et une fois, il nous a accompagnés, il nous a suivis. Il voulait faire les visites avec nous et on a rencontré un autre de ses compatriotes. Il a pu échanger comme ça. Il pouvait un peu être l'intermédiaire entre lui et nous. C'était amusant. Il nous lâchait plus, quoi. Il nous suivait comme ça dans l'hôpital. Mais c'était un bon moment. Merci beaucoup pour ce partage. On va s'acheminer vers la fin. Vraiment, merci beaucoup parce que ça a été un café très riche de partage, d'expériences, d'anecdotes. Et j'espère que ça vous aura donné envie de vous diriger vers le bénévolat ou pas. En tout cas, merci beaucoup. On va continuer à échanger autour d'un café de petits gâteaux faits par les AT. Et le prochain thème portera sur les entreprises adaptées. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Le prochain épisode portera sur les entreprises adaptées. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à distribuer quelques étoiles sur Apple Podcasts et Spotify.